Chers téléspectateurs de Canal Éducation, bonjour. Nous voici à nouveau pour vous en tenir au sujet d'une personnalité, figure de proue de la décolonisation au Sénégal et en Afrique. Pour aborder cette question, nous avons l'honneur d'avoir sur ce plateau M. Olivier Sagna, qu'on ne présente plus. M. Olivier Sagna est professeur titulaire de classe exceptionnelle en sciences de l'information à l'école des bibliothécaires, archivistes et documentalistes EBAT de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le professeur Sagna est une figure bien connue dans le milieu de l'enseignement supérieur pour son engagement syndical dans les rangs du syndicat autonome de l'enseignement supérieur SAES, dont il fut membre du bureau national puis secrétaire général adjoint dans les années 90. Ainsi que pour les différentes responsabilités qu'il a occupées à l'Agence universelle de la francophonie entre 2000 et 2004, au Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique de Seria entre 2006 et 2012, et tout dernièrement au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation MESRI, au sein duquel il a assuré pendant 12 ans les fonctions de directeur des études et de la coopération au sein de la Direction générale de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, c'est l'historien que nous recevons. En effet, il a soutenu un mémoire de maîtrise intitulé Lamine Senghor, 1889-1927, un patriote sénégalais engagé dans la lutte anticolonialiste et anti-impérialiste en 1981, ainsi qu'un diplôme d'études approfondies en 1983 et une thèse de doctorat intitulée Des pionniers de l'indépendance méconnus, africains et antillais et lutte anticolonialiste dans la France de l'entre-deux-guerres. Bonjour, M. Sagna. Bonjour, Monsieur Bey. Alors, je voudrais tout d'abord remercier l'équipe de Canal Éducation de me donner la parole ce soir dans cette émission Feuille d'Histoire et également vous féliciter pour cette initiative qui vient à son heure parce qu'effectivement, nous avons besoin dans ce pays d'une chaîne éducative qui puisse diffuser non seulement en direction des élèves et des étudiants, mais également en direction de l'ensemble de nos compatriotes, des contenus éducatifs, des contenus scientifiques portant sur toute une série de questions et plus précisément portant sur l'histoire de notre pays. Très bien. Le but de cette émission, entre autres, est de faire ce travail mémoriel et ce travail de devoir de mémoire pour lutter contre l'oubli et surtout aussi dans ce que j'appelle les pièges de la mémoire incertaine. Je crois que c'est dans ce but que cette émission-là aussi est aussi conçue. Mais qu'est-ce qui fait l'actualité du combat de Lamine Senghor, ce pionnier méconnu de la lutte pour l'indépendance dont nous allons parler aujourd'hui dans cette édition de Feuilles d'Histoire? Alors, l'actualité du combat de Lamine Senghor est liée, je dirais, à ce qui se passe dans notre sous-région, on va dire maintenant depuis un certain nombre d'années, avec notamment la montée du souverainisme, du courant souverainiste, qui a été porté d'abord par un certain nombre d'organisations de la société civile autour de problématiques telles que le remplacement du franc CFA par une monnaie créée et gérée par les Africains, la fermeture des bases militaires étrangères et notamment des bases militaires françaises, la promotion et la réhabilitation des langues et cultures africaines. Bref, un combat qui vise à restaurer le respect et la dignité de nos États africains. Alors ce courant souverainiste, il a vu ses idées triompher avec notamment l'arrivée au pouvoir du colonel Assima Goïta
en 2020 au Mali, du capitaine Ibrahima Traoré en 2022 au Burkina Faso, du général Tiani au Niger en 2023, dans le contexte de la lutte contre les mouvements djihadistes au Sahel. Mais il a aussi été porté, je dirais, à travers des combats démocratiques, et une illustration dans notre pays a été l'élection, il y a bientôt un an de cela, du président Bassirou Diomaye Faye, la nomination de Ousmane Sonko comme Premier ministre, qui sont tous deux les premiers responsables du parti PASTEF, hein, un parti qui se présente comme les patriotes, patriotes africains, donc qui met en avant cette notion de patriotisme. Donc voilà, je dirais, ce qui fait aujourd'hui l'actualité du combat de Lamine Senghor, qui, on va le voir dans le courant de cette émission, justement, a consacré toute sa vie à la lutte pour l'indépendance, mais également pour le respect et la dignité de l'homme noir. Vous avez parlé d'une longue marche vers l'indépendance. Pourquoi utiliser cette expression alors pour caractériser le combat pour l'accession à la souveraineté internationale de nos pays? Eh bien, effectivement, c'est parce que l'accession à la souveraineté internationale de nos pays est le résultat d'une longue marche. Ce n'est pas, comme on pourrait en avoir l'impression, quelque chose qui est survenu un petit peu comme un miracle en 1960. Il y a eu toute une série d'événements, et cette marche vers l'indépendance de nos pays, eh bien, elle a commencé en fait immédiatement après la fin de la Première Guerre mondiale. Alors effectivement, cette marche s'est accélérée après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dès 1944, le Comité français de libération nationale, avant même que la guerre ne soit terminée, a organisé la célèbre conférence de Libreville en 1944. Dans cette conférence, eh bien, il s'agissait de définir un petit peu quelle allait être le rôle et la configuration donc de l'empire colonial après la guerre. Et à l'issue de cette conférence, il y a deux grandes décisions qui ont été prises. D'une part, donc, de supprimer le code de l'indigénat, hein, cette législation particulière donc, qui gérait les colonisés qui ne bénéficiaient pas de la nationalité française, de la citoyenneté française, comme notamment ici au Sénégal les habitants des 4 communes. Et puis, il avait été également retenu de développer une large politique d'assimilation. Et donc, les organisateurs de cette conférence, les responsables politiques français de l'époque, eh bien, pensaient que, ma foi, avec ces réformes, qui, quant au fond, étaient des réformes relativement superficielles, eh bien, que l'empire colonial français, je dirais, allait pouvoir survivre à cette Seconde Guerre mondiale. Mais cela étant, toute une série d'événements à l'échelle internationale vont remettre de fond en comble ces plans qui avaient été tirés sur la comète à Libreville. Dès le 1er décembre 1944, il y a eu le massacre de Tiaroy, auquel vous avez consacré il y a peu de temps une émission. En 1945, il y a eu également une révolte et des massacres dans le Constantinois en Algérie. En 1945, toujours à l'échelle internationale, il y a eu l'organisation du 5e congrès panafricain de Manchester, dans lequel s'est notamment illustré quelqu'un qu'on reverra plus tard,
Kwame Nkrumah, futur dirigeant du Ghana indépendant. En 1946, c'est le début de la guerre d'Indochine. En 1947, c'est la révolte de Madagascar. Toutes ces révoltes coloniales vont faire des dizaines et des centaines de milliers de morts. En 1950, c'est la répression de la marche des femmes de Dimbokro en Côte d'Ivoire, une répression sanglante. En 1952, vous avez l'accession au pouvoir de Gamal Abdel Nasser, le père du nationalisme égyptien. En 1955, vous allez avoir une grande conférence qui va être organisée à Bandung, en Indonésie, qui va jeter les bases du mouvement des non-alignés, avec la présence de Nehru pour l'Inde, la présence de Soekarno, bien entendu, l'Indonésien, la présence de Liu Shaoqi pour la Chine. Plus on avance comme cela, en 1954, eh bien, c'est la défaite de Dien Bien Phu, qui va mettre fin à la présence coloniale française en Indochine. Et aussitôt, dans la foulée, c'est le déclenchement de la guerre d'Algérie en 1954. Donc, en 1957 aussi, autre élément important sur le plan africain, eh bien, ça va être l'accession du Ghana à l'indépendance, qui donc va déclencher en quelque sorte le mouvement des indépendances, même si d'autres pays africains avaient été indépendants auparavant, comme la Somalie, comme le Soudan, comme l'Égypte. Et puis, dans la foulée donc, de l'indépendance du Ghana, eh bien, il va y avoir cette année clé, qui est l'année 1958, avec d'une part le nom de la Guinée sous la houlette de Sékou Touré au projet donc, de création de la communauté franco-africaine, et puis l'organisation notamment par Kwame Nkrumah de deux grandes conférences. D'abord une conférence des pays africains qui étaient à l'époque indépendants, et puis une autre conférence qui avait pour base de jeter les bases, je dirais, du panafricanisme, de la logique de l'unité africaine sur le continent. Donc véritablement, c'est tout cela qui constitue cette longue marche vers l'indépendance, mais comme je l'avais dit en introduction, cette marche avait commencé immédiatement après la fin de la Première Guerre mondiale, avec des gens comme le prince Marc Kodjo Tuvalu-Wenu, un Béninois qui animait un journal célèbre, les Continents, donc des gens comme Lamine Senghor et un autre Sénégalais également peu connu, Émile Faure, un Saint-Louisien qui était engagé dans ces combats. Et donc, c'est véritablement à ce moment-là qu'a commencé la lutte vers l'indépendance. Très bien. Je crois que vous avez vraiment campé le décor dans ce continuum historique pour véritablement voir que c'était pas donc un événement qui apparu, n'est-ce pas, sur un ciel serein, comme on a l'habitude de dire. Il y a eu beaucoup d'événements qui ont peut-être conclu effectivement alors à ce processus-là. Mais qui est justement Lamine Senghor? C'est un personnage historique que peu de Sénégalaises et de Sénégalais connaissent. Qui est Lamine Senghor? Alors, Lamine Senghor, officiellement, il est né le 15 septembre 1889 à Joal, dans une famille de modestes paysans. On a relativement peu d'informations sur sa jeunesse, mais ce que l'on sait, c'est qu'en 1912, il était à l'époque âgé de 23 ans, eh bien, il s'est rendu à Dakar pour y trouver du travail, et il a été employé comme boy dans la célèbre maison de commerce bordelaise Morel et Prom. Donc nous sommes en 1912, puis va survenir donc le déclenchement de la Première Guerre mondiale. À cette période,
il va assister notamment au combat mené par le député Blaise Diagne, qui cherche à renforcer et je dirais vraiment à inscrire dans les lois la citoyenneté française des habitants des 4 communes, qui était régulièrement remise en cause. Et cette action va notamment aboutir au vote d'une loi le 19 octobre 1915, qui va rendre le service militaire obligatoire pour les habitants des 4 communes. Et donc, les habitants des 4 communes se retrouvaient à avoir les mêmes devoirs que les citoyens français métropolitains. Et donc, à partir de cette période, eh bien, il va voir un certain nombre de ses camarades, ceux qui étaient originaires des 4 communes, être enrôlés, et lui-même, pour des motivations que l'on ne connaît pas exactement, eh bien, il va s'engager dans l'armée coloniale en 1915, et comme près de 200 000 de ses frères, il va être envoyé combattre sur les champs de bataille européens. Alors on retrouve la trace de Lamine Senghor, notamment à travers les archives en France, en 1916, où donc il combat dans les rangs du 68e bataillon de tirailleurs sénégalais. Cette unité va être engagée dans tous les grands combats de la Première Guerre mondiale, les combats sur la Somme. Son unité va participer à la tristement célèbre offensive Nivelle, qui va faire des milliers et des milliers de morts. Et en 1917, justement, dans le cadre d'une de ces offensives, il va lui-même être blessé, gazé. Alors, il est à cette époque déjà sergent, donc il a eu une progression assez rapide dans l'armée. Et donc, suite à ces blessures, il va être évacué à l'arrière pour se soigner. Pour avoir une idée un petit peu de la dureté de ces combats, en 1918, dans les combats sur la Marne, leur unité, le 68e bataillon de tirailleurs sénégalais, va avoir 500 morts et blessés. Et globalement, entre la date de création de ce bataillon en 1916 et la fin de la guerre en 1918, eh bien, cette unité va avoir perdu plus de 2000 hommes, morts ou blessés, alors qu'elle avait un effectif de départ de 1000 hommes. Donc ça donne un petit peu une idée de ce qu'a été le carnage de la Première Guerre mondiale. Et globalement, ce sont près de, rien qu'en ce qui concerne les tirailleurs sénégalais, c'est 30 000 d'entre eux qui vont laisser leur vie sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, et des dizaines de milliers de blessés. Oui, mais ça, je crois que c'est un véritable carnage, cette Première Guerre. Donc, le qualificatif de grande guerre, je crois que se justifie bien. Mais avant de poursuivre, on voudrait juste quand même voir quel a été le rôle de Blaise Diagne un peu dans cette guerre. Alors, le rôle de Blaise Diagne dans cette guerre, donc en dehors que lui-même donc s'était battu, je dirais, pour sanctuariser la nationalité française des habitants des 4 communes, il a notamment été nommé par les autorités coloniales commissaire général au recrutement en AUF. On l'a vu, on l'a dit, ces combats ont été extrêmement meurtriers. Donc on avait régulièrement besoin d'avoir de nouvelles troupes. Et de renforts, tout à fait. Et une des possibilités qui a été vue, eh bien, ça a été de recourir alors, à l'ensemble des colonies. Dans cette Première Guerre mondiale, il y a eu la mobilisation donc, de tirailleurs indochinois qui étaient pour l'essentiel utilisés comme
comme porteurs à l'arrière pour porter des munitions et autres, des tirailleurs malgaches, des tirailleurs algériens, des tirailleurs marocains et bien entendu les tirailleurs sénégalais. Donc Blaise Diagne va organiser une campagne de recrutement en Afrique occidentale française pour encourager les colonisés à rejoindre les rangs de l'armée coloniale. Il ne faut pas se faire d'illusions. Un grand nombre des gens qui ont à l'époque été enrôlés dans les troupes coloniales l'ont été de force, même si un certain nombre de personnes se sont portées volontaires pour rejoindre les rangs, parce que les gens savaient qu'ils allaient partir, ils avaient déjà entendu parler, hein, je dirais, de la dureté, des morts, des blessés, et puis, quant au fond, bon nombre d'entre eux ne se voyaient pas impliqués dans une guerre qui n'était pas la leur. Très bien. Donc, c'est une parenthèse historique importante. Donc, le rôle joué par Blaise Diagne. Mais que devient Lamine Senghor lorsque la guerre prend fin le 11 novembre 1918? Alors, lorsque la guerre prend fin, les unités de tirailleurs sénégalais, pour l'essentiel, ne sont pas immédiatement rapatriés en Afrique, hein. Il faut bien voir que pendant la guerre, les tirailleurs étaient utilisés, je dirais, pendant les périodes qui climatiquement leur étaient le plus favorables. Donc à partir du printemps et l'été, et à l'automne et à l'hiver, ces troupes étaient ramenées dans le sud de la France, où il y a un climat méditerranéen, pour qu'à la fois elles puissent récupérer et qu'elles n'aient pas trop à subir, je dirais, des rigueurs de l'hiver, où les autres combattants étaient dans la boue, dans les tranchées, dans le froid. Donc ces unités ont été rapatriées dans le sud de la France, et le rapatriement en Afrique de l'Ouest a pris un certain temps, ce qui a fait qu'il y a eu, notamment en septembre 1919, il y a eu des manifestations dans les camps du sud de la France, autour de Fréjus, où ces tirailleurs demandaient à être rapatriés immédiatement dans leur famille. Et certains témoignages laissent entendre que donc Lamine Senghor aurait participé à ces manifestations où donc les tirailleurs demandaient à être rapatriés au plus vite dans leur pays respectif. Alors à cette période-là, on perd un petit peu la trace de Lamine Senghor, mais il aurait été rapatrié au Sénégal en 1919. Et donc en 1920, il va initier des démarches pour obtenir la citoyenneté française. Alors il était sergent, il avait été grand blessé de guerre, il était décoré de la Croix de guerre, donc il n'a pas eu trop de mal, je dirais, à trouver 2 témoins pour obtenir un jugement supplétif qui faisait de lui un citoyen français, ce qui lui a permis, notamment lorsqu'il est passé devant une commission de réforme, eh bien, de pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité à 30% au début, à titre français, ce qui était beaucoup plus intéressant que s'il avait obtenu cette même pension d'invalidité en tant qu'indigène ne possédant pas la citoyenneté française. Il était donc permis à ces blessés de guerre, une fois de retour en Afrique, alors d'entreprendre ce que Lamine Senghor a fait pour obtenir la citoyenneté française. Nous avons tout à l'heure évoqué la campagne de recrutement qui a été organisée par Blaise Diagne en Afrique de l'Ouest. Dans le discours qui était tenu aux populations, justement, on avait laissé entendre aux personnes qui allaient s'engager dans l'armée que de retour de la guerre, elles allaient bénéficier d'un meilleur statut. On leur avait laissé entrevoir la possibilité d'obtenir la citoyenneté française. Donc il y avait un certain nombre de promesses qui avaient été faites
qui pour l'essentiel ne seront pas tenus, mais puisque lui évoluait dans un milieu particulier, donc dans la capitale de l'AOF, eh bien je pense qu'il a, il a dû avoir des informations et savoir que c'était une possibilité qui s'offrait à lui, et il a saisi cette opportunité. La citoyenneté française n'était accordée qu'aux originaires des quatre communes. Donc toutes les personnes qui n'étaient pas en mesure de prouver qu'elles étaient nées dans les quatre communes ne pouvaient pas bénéficier de cette citoyenneté française. Donc Lamine Senghor, sans doute bien conseillé, a utilisé cette astuce de recourir à un jugement supplétif. Alors, mais quelles sont les raisons qui expliquent sa radicalisation et son engagement au service de la cause des peuples africains, de la lutte anticoloniale et du mouvement communiste? Alors, avant cela, donc 1920, Lamine Senghor donc, obtient la citoyenneté française, et en 1921, il retourne en France, et il va y épouser une Française du nom de Marthe Caumont, qui habite Fréjus. Alors peut-être qu'il l'avait connue lorsque justement les tirailleurs sénégalais séjournaient dans le sud de la France. Et donc de ce mariage, il va avoir deux enfants, un garçon, Dienne, mais qui mourra quand il était très jeune, et une fille, Marianne, qui, elle, va, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, se marier avec un GI américain et passer le reste de sa vie aux États-Unis. Alors, arrivé en France, Lamine Senghor, on l'a dit, grand blessé de guerre, décoré de la Croix de guerre, va pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle un emploi réservé dans l'administration. Il va obtenir un emploi de facteur. Donc dans les Est-ce que, en fait, est-ce que je ne vous coupe pas, est-ce que vous pouvez un peu ce qu'on appelle un peu emploi réservé? Oui, c'est quoi en fait? le système des emplois réservés qui existait, je pense qu'il existe toujours en France, c'est justement pour des gens qui ont servi la nation, qui ont été militaires, qui ont été blessés, eh bien de leur donner la possibilité d'accéder beaucoup plus facilement à des emplois globalement dans la fonction publique. Donc Lamine Senghor a bénéficié de cette possibilité. Et bon, à l'époque, comme il le dira lui-même, il ne s'occupait pas vraiment de politique, et son projet, c'était de rentrer au Sénégal. De rentrer au Sénégal avec son épouse. Mais il y avait un problème, c'est qu'à l'époque, donc, les liaisons entre la France et le Sénégal et inversement étaient des liaisons maritimes, et le prix du passage sur ces bateaux était relativement élevé, et avec sa pension et son salaire de facteur, il n'avait pas les moyens d'acheter deux billets. Alors il va s'adresser à une personne que j'avais évoquée tout à l'heure, le prince Marc Kodjo Towalo-Wenu, qui était un Béninois, à l'époque un Dahoméen, et qui était engagé dans la lutte aussi, on va dire, dans les luttes panafricanistes. C'était un admirateur de Marcus Garvey. Il avait un journal qui s'appelait les Continents. Et donc, quelqu'un va lui parler de Marc Kodjo Towalo-Wenu, et il va lui suggérer qu'il lui adresse une lettre pour obtenir un soutien pour que sa femme puisse bénéficier d'un billet gratuit pour pouvoir rentrer au Sénégal. Alors, Marc Kodjo Towalo-Wenu, c'était quelqu'un qui fréquentait les salons, les élites parisiennes, va lui-même s'adresser à Édouard Daladier, qui était à l'époque ministre des colonies, en lui transmettant cette demande. Ce que va faire Édouard Daladier, il va orienter cette demande vers un service qui s'appelait le SCAFIC, le service de contrôle et d'assistance en France des indigènes des colonies. Alors derrière ce nom où on met surtout l'accent sur l'assistance
aux indigènes des colonies, toutes origines confondues, se cachait en fait une police politique qui était chargée de surveiller l'ensemble des colonies, des colonisés qui étaient en France. Et donc, lorsque les responsables de cette structure vont recevoir cette demande, eh bien, ils vont se dire que là, ils avaient un bon moyen de pouvoir recruter un indicateur, et on a laissé entendre à la mine Senghor que, bon, ben, en échange de quelques informations sur ce qui se passait dans les milieux, notamment africains en France de l'époque, eh bien, qu'on lui remettrait un billet gratuit pour pouvoir retourner au Sénégal avec sa femme. Ah, d'accord, il y a une forme de chantage, quoi. Tout à fait. OK. Tout à Et fait. ensuite, la suite? Alors, ensuite, ce qui s'est passé, donc, Lamine Senghor, donc, qui fréquentait donc la diaspora africaine qu'il y avait notamment à Paris, où il y avait un certain nombre de Sénégalais, mais également donc des gens venant d'autres territoires, du Soudan français de l'époque, l'actuel Mali, je l'ai dit, le Dahomey, etc., etc. Eh bien, il va adhérer à une association qui s'appelait la Fraternité africaine. Alors, elle s'appelait la Fraternité africaine, mais elle était composée essentiellement de Sénégalais. Et il y avait notamment dans cette fraternité africaine Émile Faure, dont j'avais parlé précédemment, qui était originaire de Saint-Louis, et il va y rencontrer un autre Sénégalais, Massamba Ndiaye. Et donc, alors dans cette, qui lui était déjà un militant du Parti communiste français, et à partir de la fraternité africaine, Lamine Senghor va aussi commencer à militer dans une autre organisation qui s'appelait l'Union intercoloniale, qui regroupait donc des originaires de toutes les colonies françaises, avec des sections, Indochine, Afrique du Nord, AOF, mais également Antilles, Guyane. Et donc, il va produire quelques rapports sur les réunions qui se tenaient dans ces associations. Et puis, ce qui va véritablement déclencher sa radicalisation, eh bien, ça va être un procès intenté par le député Blaise Diagne contre le journal Les Continents. Dans ce journal, il y avait un article qui avait été publié sous le titre Le Bon Apôtre, et dans lequel on disait qu'en fait, durant la campagne pour le recrutement des tirailleurs qui avait été menée en Afrique de l'Ouest, eh bien, Blaise Diagne aurait touché une prime, en quelque sorte, par tête de soldats recrutés. Donc, Blaise Diagne a estimé que ces propos étaient des propos diffamatoires, et il a porté plainte contre le journal Les Continents. Et alors, on l'a dit tout à l'heure, puisque Lamine Senghor avait été en contact avec Marc Kodjo-Towalo-Wenu, je pense que celui-ci lui l'a informé de ce procès, et Lamine Senghor a décidé de venir témoigner, non pas en faveur de Blaise Diagne, mais de témoigner en faveur du journal Le Continent. Et il a caractérisé ce procès comme celui des victimes de la tuerie, faisant illuser à la Première Guerre mondiale aux recruteurs. Alors le procès se terminera mal par le journal Les Continents, hein, qui sera condamné à une amende et par la suite qui disparaîtra. Mais donc cette première apparition publique de Lamine Senghor, elle va être commentée largement dans la presse. Alors à la fois par la presse, on peut dire un petit peu métropolitaine d'extrême droite de l'époque, mais elle va également être commandée dans le journal de l'Union intercoloniale, un journal qui s'appelait le Paria, et donc ça va donner un écho, et ça va véritablement, je dirais, exposer, on dirait aujourd'hui, hein, sur le plan
médiatique, en tout cas mettre au devant de la scène Lamine Senghor. Donc voilà donc ce qui explique un peu sa radicalisation. Mais est-ce que vous pouvez revenir un peu sur son compagnonnage avec le Parti communiste français? Alors, effectivement, donc, à la fin de cette, à partir de 1925, donc Lamine Senghor va être de plus en plus actif au sein de la fraternité africaine, au sein de l'Union intercoloniale. Il va suivre les cours de l'école coloniale, hein, qui était une structure mise en place par le Parti communiste français, auquel il avait adhéré, et il va donc devenir également membre donc, de la section coloniale du Parti communiste français, qui, encore une fois, rassemblait donc des colonisés, membres de l'ensemble des colonies à l'époque, qui étaient membres du Parti communiste. Et donc, dans le cadre de ce compagnonnage, notamment en mai 1925, Lamine Senghor va être présenté par le Parti communiste pour être le candidat de ce parti à des élections municipales. Bon, il ne sera pas élu, mais ça va contribuer encore, je dirais, à le mettre en avant au sein de ce parti, dans lequel il va jouer un rôle important. 1925, c'est également l'année où se déclenche la guerre du Rif dans le nord du Maroc, avec le soulèvement conduit par Abdelkrim. Et donc, de nouveau, la France coloniale va mobiliser des troupes, et notamment des troupes coloniales, pour combattre les Rifins. Et donc, une campagne va être engagée par le Parti communiste français, par une association qui s'appelait l'ARAC, l'Association républicaine des anciens combattants, donc qui était une association d'anciens combattants proches, où l'essentiel des membres étaient membres du Parti communiste français. Donc il va y avoir une campagne pour dénoncer la guerre du Rif, pour protester contre l'envoi de troupes coloniales, et notamment de tirailleurs sénégalais, pour combattre les Rifins. Alors, à l'occasion de cette campagne, il y aura déjà un certain nombre de frictions entre Lamine Senghor et les dirigeants du Parti communiste, parce qu'ils voulaient mettre à profit cette campagne pour organiser donc les Africains et les Antillais qui étaient en France, mais aussi ils faisaient le reproche au Parti communiste, alors qui était à l'époque le seul parti politique français engagé dans la lutte anticoloniale, mais Lamine Senghor et bon nombre d'autres colonisés estimaient que cet engagement n'était pas suffisamment effectif. Et donc Lamine Senghor va faire des reproches aux membres du Parti communiste, je dirais, en quelque sorte, en rapport avec leur tiédeur, la tiédeur de leur engagement anti-colonialiste. Et donc il va même aller jusqu'à déposer sa démission du Parti communiste français, mais cette démission, elle sera refusée, et ça va amener Lamine Senghor pendant un certain temps à mettre ses activités politiques au sein du Parti communiste en stand-by, disons. Et en quelque sorte, je dirais, les problèmes, le conflit qui était survenu entre Lamine Senghor et le Parti communiste français, c'est un petit peu une préfiguration de ce que sera le conflit entre Aimé Césaire et le Parti communiste français. Alors cette tiédeur qui finalement va apparaître au grand jour. Hein? Très bien. Maintenant, vous avez tout à l'heure évoqué, avant peut-être de revenir un peu sur les relations entre Lamine Senghor et les autres leaders alors engagés dans les mouvements anticolonialistes, vous avez parlé de deux compatriotes sénégalais, Massamba Ndiaye et Émile Faure. Oui. Mais qui étaient ces messieurs? Alors, Massamba Ndiaye était, comme Lamine Senghor, un ancien combattant, et ce qu'il y a de particulièrement intéressant chez lui, au début de cet entretien, vous m'avez posé la question de pourquoi parler de la longue marche vers l'indépendance. Eh bien, Massamba Ndiaye avait un frère qui s'appelait Djibril Ndiaye,
et qui était élève à l'école normale d'Aix-en-Provence, où était formée véritablement la crème des instituteurs de l'Afrique occidentale française, donc parmi les meilleurs. Une poignée d'entre eux étaient envoyés en formation à l'école normale d'Aix-en-Provence. Et donc en 1922, Massamba Ndiaye écrit à son frère Djibril pour lui décrire la situation que vivent bien entendu les Africains dans les colonies, mettre en avant ses responsabilités en disant que lui, en tant qu'élève, instituteur, hein, il fait véritablement partie de l'élite et que lui et ses camarades eh bien, doivent prendre la tête de la lutte pour l'indépendance de l'Afrique. Et donc, c'est la première fois où, officiellement, je dirais, dans un document, eh bien, est attestée la revendication de l'indépendance par des colonisés originaires de l'Afrique de l'Ouest. On a très souvent, encore une fois, hein, on place le démarrage de la lutte pour l'indépendance après la Seconde Guerre mondiale, avec la création du Rassemblement démocratique africain en 1946 à Bamako, etc. Mais dès 1922, eh bien, et dès cette époque, donc, il y avait, notamment dans la France de l'entre-deux-guerres, des Africains qui ont revendiqué l'indépendance des colonies et non pas une simple amélioration du statut, je dirais, des colonisés avec la suppression du code de l'indigénat ou bien avec l'égalité des droits, hein, revendications par exemple qui figureront dans le manifeste du RDA en 1946, où à l'époque le RDA ne revendiquait pas l'indépendance des colonies françaises, mais parlait d'une association librement consentie entre les peuples africains et la France. Donc on était toujours dans cette logique coloniale. Déjà dès 1922, Massamba Ndiaye Oui, revendiquait lui ouvertement l'indépendance. tout à fait. Je crois que mais cette information a tout son pesant d'or. Parce que finalement, merci à Feuille d'Histoire de nous avoir permis d'apprendre cela. Maintenant, je disais tout à l'heure, quelles étaient alors les relations entre Lamine Senghor et les autres leaders alors engagés, n'est-ce pas, dans la lutte anticoloniale? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le pari de l'entre-deux-guerres est un petit peu la capitale des luttes anticolonialistes. Avec la guerre, il y a eu donc à la fois, je le mentionnais tout à l'heure, des gens qui ont été amenés d'Indochine, des gens qui ont été amenés de Madagascar, des gens qui ont été amenés d'Afrique du Nord, de Tunisie, du Maroc, d'Algérie, plus ceux qui sont venus donc d'Afrique occidentale française. Et donc il y avait en quelque sorte presque un microcosme, je dirais, du monde colonisé. Colonial français. De l'empire colonial français. Et ces gens-là qui se sont retrouvés, eh bien, ils ont été exposés, je dirais, à toute une série d'influences. Hein. D'abord, pendant la Première Guerre mondiale, eh bien, ils ont eu les échos de la Révolution russe. Et un des slogans de la Révolution russe, c'était le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais il ne faut pas oublier également que du côté des États-Unis, qui, rappelons-le, était une ancienne colonie qui s'était débarrassée du joug colonial britannique, eh bien, dans un texte publié, célèbre, publié par Woodrow Wilson, pour définir un petit peu les règles du jeu qui devaient organiser le monde à la fin de ce conflit mondial, eh bien, il y avait également, on parlait également du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et donc, dans cette France de l'entre-deux-guerres, eh bien, Lamine Senghor, alors on ne sait pas s'il l'a côtoyé directement, mais
à l'époque, il était en France. Eh bien, il y avait au sein de l'Union intercoloniale quelqu'un qui était connu à l'époque sous le nom de Nguyen Ai Quoc, qui va être connu plus tard sous le nom d'Ho Chi Minh, le père de l'indépendance vietnamienne. Donc, qui milite au sein de l'Union intercoloniale. Au sein de l'Union intercoloniale, il y a également, et donc du Parti communiste français, il y a également quelqu'un comme Messaliadj. Messaliadj qui sera le fondateur de l'Étoile nord-africaine et après du Parti du peuple algérien, et qui est, avant l'apparition du FLN dans le cadre de la guerre de libération, qui est considéré comme le père du nationalisme algérien. Il va également rencontrer toute une série dans ces milieux. On avait parlé du journal Les Continents, dans lequel écrivait quelqu'un comme René Maran, auteur du célèbre roman Batouala, qui avait été prix Goncourt en 1921 et qui dénonçait les excès du colonialisme dans l'actuelle République centrafricaine. Il va être en contact avec les sœurs Jeanne et Paulette Nardal, qui sont un petit peu des précurseurs de la négritude et qui tenaient un salon littéraire. Et sans parler maintenant de ces... on a déjà parlé de lui, de Marc Kodjo-Towalo-Wenu, le béninois, mais c'est dans ce contexte aussi qu'il rencontre Tiemoko Garan Kouyaté, qui était également un ancien élève de l'école normale d'Aix-en-Provence, dont il avait été exclu pour une attitude, entre guillemets, jugée anti-française. Il côtoie les Émile Faure, et donc toute une série de gens qui vont être impliqués dans les luttes anticoloniales. Mais également, donc, dans le cadre de son combat, notamment Lamine Senghor va participer au congrès de Bruxelles, le congrès de la Ligue contre l'impérialisme et l'oppression coloniale, qui sera aussi un moment marquant de sa vie. Et là, Lamine Senghor va rencontrer, encore une fois, toute la crème des mouvements nationalistes. À Bruxelles, il va rencontrer des gens comme Goumédé et Lagouma, l'un de l'African National Congress, donc l'ANC, et l'autre du Parti communiste sud-africain. Il va rencontrer Mohamed Atta, qui sera plus tard un compagnon de Soekarno, qui va amener l'Indonésie à l'indépendance. Il rencontre à Bruxelles Jawaharlal Nehru, qui va être le père du nationalisme indien, qui va être Premier ministre de l'Inde de 1947 à 1970. Donc il va rencontrer véritablement, sans parler maintenant de toute une série de personnes qui n'étaient pas décolonisées mais extrêmement connues. Victor Bache, qui créera en France la Ligue des droits de l'homme, Albert Einstein, la veuve de Sun Yat-sen, donc véritablement des figures intellectuelles emblématiques de haut niveau qu'il va rencontrer lors de ce congrès. Très bien. Je crois que vraiment c'est une mine de parler de la trajectoire de Lamine Senghor. Nous allons donc très rapidement aborder un peu son implication dans les luttes ouvrières, avant peut-être d'embrayer rapidement sur la portée, n'est-ce pas, de son combat panafricaniste. Tout à fait. Alors peut-être juste un mot encore sur ce congrès de Bruxelles. Je vais vous lire. Ce congrès était bien entendu surveillé par l'ensemble des chancelleries occidentales qui avaient des colonies. Et alors un observateur, donc un agent de renseignement qui avait été envoyé par l'ambassade de France à Bruxelles, a rédigé un rapport sur la participation de Lamine Senghor à ce congrès. Et voilà ce qu'il écrit. Alors, dans ce rapport, on dit « Un observateur officieux qui a suivi les séances pour le compte de l'ambassade a été frappé
par la violence des discours du nègre sénégalais Senghor, élu par l'Assemblée membre de son comité exécutif. Il s'est élevé avec âpreté contre le régime des pensions militaires attribuées aux mutilés de guerre noire, question qui semble lui tenir particulièrement à cœur, et contre l'oppression du gouvernement français. Il a réclamé l'indépendance complète des colonies d'Afrique. Et simplement, un autre élément, on a parlé de Nehru, qui était présent à ce congrès. Eh bien, Nehru a déclaré que le discours qui avait été fait par Lamine Senghor lors du congrès de Bruxelles était le plus beau de tous les discours que l'on avait entendus à cette occasion. Très bien. Donc voilà, je crois que son engagement et sa virulence ne souffrent d'aucune contestation. Maintenant, son implication dans la lutte ouvrière et, n'est-ce pas, ce qui fait un peu la singularité, n'est-ce pas, de son combat panafricaniste. Tout à fait. Alors, on avait rappelé que Lamine Senghor a commencé donc à travailler en France comme facteur. Et à l'époque déjà, il était syndiqué, il était militant de la Confédération Générale du Travail Unitaire, la CGTU, qui était donc un syndicat proche, et encore une fois, animé majoritairement par des militants communistes. Mais Lamine Senghor, donc, dans ses différentes activités, va avoir l'occasion, je dirais, de faire le tour des principales villes de France. Alors, elles n'étaient pas très nombreuses, dans lesquelles était concentrée cette diaspora. Alors, on a vu à Fréjus, il y avait les tirailleurs sénégalais, parce qu'il y avait toujours des unités de tirailleurs sénégalais qui étaient stationnés dans le sud de la France, mais principalement la diaspora africaine, alors qui n'était pas très nombreuse. Hein. Les chiffres montrent qu'à l'époque, il y avait peut-être de l'ordre de 2000 originaires d'Afrique subsaharienne en France. Et donc, ils étaient concentrés pour l'essentiel dans les ports, à Marseille, à Bordeaux, au Havre, à Rouen. Et donc, dans ces ports, et là aussi, Lamine Senghor avait constaté que, je dirais, les problèmes spécifiques de ces dockers et de ces marins africains n'étaient pas correctement pris en charge par la CGTU et par les syndicats français d'une manière générale. Et donc, Lamine Senghor va se déployer et va organiser ces dockers et ces marins dans le cadre de syndicats noirs. Et quelqu'un comme Claude McKay, un auteur de la Harlem Renaissance qui a publié un ouvrage qui s'appelle Banjo, eh bien, dans Banjo, il évoque le travail fait par Lamine Senghor dans les ports pour y organiser les dockers et les marins, et notamment, nous y reviendrons après, donc pour y diffuser, non seulement les organiser dans le cadre de syndicats, mais de les faire adhérer aux organisations qu'il aura à créer, le comité de défense de la race nègre et la Ligue de défense de la race nègre, et de diffuser parmi ces dockers et ces marins donc les journaux créés par ces deux organisations, l'un intitulé La race nègre et l'autre intitulé La voix des nègres. Quelle est une histoire de la dimension de son combat par exemple? Alors, ce qui est également frappant, et ce qu'il faut bien voir dans le contexte de l'époque, c'est que ces Africains qui sont en France ne se perçoivent pas comme des représentants du Sénégal, du Soudan, du Dahomey ou autres. Hein, ces territoires coloniaux sont de création extrêmement récente, donc ils se perçoivent plus globalement comme africains. Je l'ai dit, dans la France de l'entre-deux-guerres, il y a également eu la diffusion des idéaux panafricanistes. On l'oublie souvent, mais les deux premiers congrès panafricains ont été organisés en France en 1919 et en 1921 par le célèbre Webb Du Bois, hein, qui finira sa vie dans le Ghana indépendant de Nkrumah, et donc qui avait défendu à la conférence de la paix de Versailles à la fois
les droits et les intérêts des soldats noirs américains que l'on avait également amenés en grand nombre sur les champs de bataille, à l'époque qui étaient victimes de la discrimination raciale aux États-Unis. Il y a également donc l'influence de Marcus Garvey, j'en ai parlé, qui publiait un journal qui s'appelait The Negro World, et les articles du Negro World étaient traduits en français et publiés dans le journal Les Continents. Et Marcus Garvey, à l'époque, avait lancé deux slogans phares, Back to Africa, le retour en Afrique, et un autre, Africa to Africans, l'Afrique aux Africains. Donc, je veux dire, cela a considérablement, je dirais, influencé tous ceux qui étaient présents dans cette France de l'entre-deux-guerres, et ça les a amenés à mener un combat à la fois pour l'Afrique et pour la race noire, et jamais un combat, je dirais, organisé autour des nations, puisque, comme a eu à le dire un universitaire français, à l'époque, on est en présence d'un nationalisme sans nation, puisque les nations n'avaient pas d'existence réelle. Très bien. Donc, on voit nettement l'absence d'un fractionnement identitaire pour mener, n'est-ce pas, ce combat alors d'émancipation. Mais son combat s'est principalement déroulé en France. Avait-il des contacts au Sénégal? Et aussi, rapidement, voir en dehors de son texte, ce pamphlet, alors violation d'un pays, est-ce qu'on dispose d'autres écrits de Lamine Senghor? Alors, tout à fait. Lamine Senghor avait des contacts importants en Afrique, et notamment au Sénégal. Alors, on l'a dit, Lamine Senghor était membre du Parti communiste, et le Parti communiste français et la CGTU avaient des cellules qui étaient présentes en France, puisque dans les colonies, en Afrique occidentale française, et notamment au Sénégal, puisque les employés de l'administration ou de chemin de fer ou autres français avaient le droit de mener des activités politiques et de se syndiquer. Et donc, c'est à travers ce canal, notamment Lamine Senghor et ses amis vont faire parvenir leurs journaux en Afrique occidentale française et en particulier au Sénégal, donc en s'appuyant sur les marins. Donc ils vont remettre des exemplaires de leurs journaux à ces marins membres de la CGTU qui travaillaient sur les lignes maritimes qui reliaient la France à l'Afrique. Ces journaux vont arriver jusqu'à Dakar. Il y avait un célèbre photographe, Edmond Forestier, qui a fait beaucoup de cartes postales, d'illustrations sur l'Afrique de l'Ouest d'une manière générale. C'est lui qui réceptionnait ces journaux pour ensuite les diffuser au Sénégal. Alors en 1925, il va y avoir une grève dans le chemin de fer, ce que l'on appelait à l'époque le DSL, le Dakar Saint-Louis, et à travers les contacts que Lamine Senghor avait avec les ouvriers de chemin de fer, eh bien, il va écrire un article qui va être publié dans le journal Le Paria de l'Union intercoloniale. Et cela va déclencher maintenant une enquête de police menée au Sénégal, et on va notamment découvrir à Bambey qu'il y avait sur place donc une cellule communiste animée par des employés européens du chemin de fer, mais qui était en contact et qui avait appuyé la grève des employés africains du chemin de fer, et qui se battaient pour de meilleures conditions de travail. Mieux, Lamine Senghor va chercher à implanter son organisation, le comité de défense de la race nègre, et après la Ligue de défense de la race nègre, au Sénégal. Et Lamine Senghor va s'adresser à qui? Lamine Senghor va s'adresser à Maître Lamine Gueye pour lui demander d'être son représentant et d'organiser une section locale du comité de défense de la race nègre ou de la Ligue de défense de la race nègre au Sénégal. Mais Maître Lamine Gueye se dérobera. Va décliner. Il a décliné. Voilà, il va décliner. Et Lamine Senghor s'appuiera sur un autre, je dirais,
quelque sorte de ses collègues, un Saint-Louisien, Arthur Beccaria, qui était un ancien combattant comme lui, avec la citoyenneté française, et c'est lui qui va organiser donc le comité de défense de la race nègre et la ligue de défense de la race nègre au Sénégal. Et donc, il va y avoir plus de 114 personnes qui vont être fichées par les services de police comme étant membres donc, de la Ligue de défense de la race nègre au Sénégal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Lamine Senghor et ses camarades avaient fait parvenir au Sénégal plus de 800 cartes d'adhérents et que ces cartes avaient été complètement placées. Donc, au-delà des 114 personnes qui avaient été repérées par les services de police, il y en avait un plus grand nombre qui étaient membres de ces organisations. Et elle rencontrait un tel succès que les membres locaux de la Ligue de défense de la race nègre vont écrire au gouverneur général de l'AOF pour lui demander de pouvoir vendre librement le journal dans la colonie parce qu'il n'avait jamais suffisamment de numéros à diffuser. Très bien. Et il n'y avait pas suffisamment de journaux à diffuser. Donc, très rapidement, violation d'un peuple, c'est connu de tous ce pamphlet. Mais je crois que cela aussi peut-être va valoir à Lamine Senghor, n'est-ce pas, l'interdiction de ces journaux au Sénégal. Oui, alors c'est-à-dire que, en fait, l'interdiction de Lamine Senghor, donc on se rappelle en 1925, il avait fait cette demande pour pouvoir rentrer au Sénégal, mais rapidement, il a vu que, et il avait été informé en quelque sorte que, une fois sur place, il serait étroitement surveillé et qu'on ferait tout pour lui interdire de se déployer en tant que militant. Et donc, il avait écrit au gouverneur général de l'AOF pour lui dire finalement, il avait renoncé à rentrer au Sénégal. Très bien. Au Sénégal. Voilà. Et cette brochure-là, en dehors de cette brochure, est-ce qu'on a d'autres écrits de Lamine Senghor? Alors, Lamine Senghor a aussi un côté assez remarquable chez lui. Hein. C'est un autodidacte. Il a appris à écrire. On dit qu'il avait autour de 26 ans. Et il va être. Il est surtout connu pour avoir publié une brochure, un pamphlet, qui est intitulé La violation d'un pays. En fait, la violation d'un pays, qui est écrit sous la forme d'un conte, eh bien, c'est un résumé, en quelque sorte, de l'histoire de l'Afrique, de la première pénétration, je dirais, des Européens qui arrivent sur nos côtes et qui donnent de la quincaillerie, des bibelots, pour entrer en contact avec les populations locales. Les fameux comptoirs, et se faire une place jusqu'à la fin. Donc là, cette brochure, elle est divisée en 4 grandes parties. La première, l'homme pâle, hein, donc c'est le contact entre les Européens et les Africains. Ensuite, il y a une deuxième partie qui est intitulée La domination, la conquête. La conquête, la colonisation. Une troisième partie qui est intitulée La dame pâle et qui fait référence à donc ce que l'on appelait à l'époque la mère patrie, quand la mère patrie s'est tournée vers les colonies justement pour recruter des soldats pour venir à sa défense. Et la quatrième et dernière partie, elle est intitulée La Révolution. Alors, la préface de cette brochure a été faite par un écrivain célèbre, un membre du Parti communiste, qui s'appelait Paul Vaillant-Couturier. Et il écrit dans cette brochure « Il faut le lire, le faire lire. Il faut qu'il revienne au pays d'où il est sorti, comme une plante des terres chaudes, et qu'il y grandisse. Il faut qu'il aille trouver dans la brousse, au fond des forêts, dans les villages, ceux que la guerre, le portage, les corvées déciment impitoyablement. Il faut que le récit vole de bouche en bouche et que les vieillards, au seuil des cases, le racontent le soir aux femmes et aux jeunes. » Donc voilà la présentation de ce document
fait ce pamphlet, rédigé comme sous la forme d'un conte. Et dans ce conte, Lamine Senghor met en œuvre un personnage qui s'appelle Dégou Diagne. Et on n'a pas de mal à trouver que derrière Dégou Diagne, c'est Blaise Diagne C'est Blaise. qui est visé. Et donc ce texte véritablement va avoir aussi Un succès retentissant. un succès retentissant. Très bien. Maintenant, juste au-delà de la violation d'un pays, Lamine Senghor a écrit un certain nombre d'articles. Donc, j'avais fait référence tout à l'heure à cet article dans le Paria. Il a écrit des articles dans la Race Nègre, dans la Voix des Nègres, qui étaient des journaux qu'il avait créés, où il a notamment publié des articles emblématiques. Dans le Paria, un article intitulé Le réveil des nègres. Dans la Race Nègre, un article, et là aussi c'est extrêmement important, qui s'appelle Le mot nègre. Et on s'aperçoit que la problématique de la négritude a été posée bien avant qu'elle ne soit évoquée par le mouvement de la négritude, puisque dans ce texte, Lamine Senghor dit qu'il utilise volontairement le mot nègre, qu'il veut réhabiliter ce mot, et il dit qu'il en fera une forme de ralliement, un flambeau. Et donc la problématique de la négritude, on la trouve également dans les écrits de Lamine Senghor. Très bien, nous sommes quasiment au bout du temps qui nous est imparti, mais nous allons tout simplement, alors, en quelques mots, n'est-ce pas, peut-être le résumé de la personnalité de Lamine Senghor, et comment faut-il peut-être envisager de la réhabiliter en tant que figure de proue de la lutte anticoloniale, et enfin embrayer certainement sur que retenir de Lamine Senghor à l'heure de la restauration de la conscience histoire-africaine, qui est plus que jamais à l'ordre du jour. Alors, Lamine Senghor, ce qui est impressionnant, alors ce qu'il faut retenir, c'est Lamine Senghor qui avait été blessé, gazé pendant la Première Guerre mondiale, va décéder en 1927, donc âgé à peine de moins d'une cinquantaine d'années. Sa vie militante, c'est entre 1925 et 1927. Donc tout ce que l'on a évoqué, donc Lamine Senghor, c'était à la fois, il a été un militant communiste, il a été un militant syndicaliste, il a été un militant panafricaniste, il a été un défenseur de la race nègre. Voilà la dimension, le caractère multidimensionnel de Lamine Senghor. C'était tous les rapports, le Monde, c'était un grand organisateur, et c'était également quelqu'un qui était, son leadership était vraiment respecté par le Parti communiste, par ses frères des organisations qu'il avait eu à diriger, mais y compris, je dirais, par les autorités coloniales. Dans un rapport de police sur son activité à Marseille, on dit que malgré sa santé fragile, il avait fini par obtenir 100% une pension d'invalidité de 100%. Eh bien, il se démenait, je dirais, comme 10. Et on note dans les rapports, encore une fois, de l'administration coloniale, où les gens disent que notamment les marins et les dockers, parmi lesquels ils évoluaient, voyaient en Lamine Senghor leur futur libérateur. Donc, c'est véritablement quelqu'un qui a fait preuve d'un leadership exceptionnel. Alors, maintenant, la question de qu'est-ce que l'on doit retenir de Lamine Senghor, c'est également, je dirais, une autre dimension, c'est qu'il a joué un rôle extrêmement important, je dirais, dans la problématique de la renaissance de la conscience historique africaine. Alors, ce n'est pas un texte de Lamine Senghor, mais un de ses camarades qui s'appelait Stéphane Rousseau. Alors, je vais vous lire aussi un court passage de ce qu'il écrivait à l'époque
pour vous dire, on est en 1927 et ce camarade de Lamine Senghor écrit dans le journal de la race nègre: l'Afrique est belle, riche et grande. Ses habitants sont forts et vigoureux et intelligents, aussi bien que ceux des autres continents. L'Africain a ses coutumes et ses traditions séculaires. Il a aussi son histoire, sa civilisation, car tandis que les Gaulois et les Germains n'étaient encore que des barbares, resplendissait déjà sur les bords du Nil une civilisation qui a laissé des empreintes profondes dans le processus de transformation des sociétés européennes. Dans de pareilles conditions, il est logique, il est légitime pour les peuples nègres de poser la question de leur liberté et de leur indépendance, d'aspirer à une vie nationale propre, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Tous les nègres d'Afrique en font désormais leur mot d'ordre et leur combat. Donc, on voit que également la problématique du caractère nègre de l'Afrique, alors bien entendu, ce n'est pas une démonstration scientifique comme on fera Cheikh Anta Diop par la suite, mais l'Égypte nègre, l'Égypte était déjà revendiquée comme une civilisation africaine et présentée comme une civilisation qui avait été resplendissante bien avant que l'on parle du siècle des Lumières en Europe. Très bien. Mais M. Sagna, merci. Quel est votre mot de la fin? Alors, le mot de la fin, je dirais que nous sommes aujourd'hui, hein, on l'a vu, on en a parlé au début de l'émission, il y a ce couvrant souverainisme, le patriotisme qui est mis en avant. Il est absolument nécessaire de réhabiliter cette importante figure historique qu'est Lamine Senghor et de lui donner toute la place qui lui revient dans notre panthéon et qu'il soit célébré comme on célèbre Ndaté Yalla, Lat Dior, Oumar Fouti Yotal ou Djignabo. Et je dirais pour ce faire, eh bien, il faut véritablement introduire le personnage historique de Lamine Senghor dans les manuels scolaires, au collège et au lycée. Je pense qu'au même titre que l'on a donné le nom du building administratif à Mamadou Dia, il mériterait que l'on donne son nom à un important édifice dans Dakar. Le président de la République a récemment indiqué qu'il fallait que nous réécrivions notre histoire en baptisant les rues, avenues, boulevards de nos villes du nom de héros nationaux. Je pense que Lamine Senghor mérite amplement que, non seulement à Dakar, mais que dans l'ensemble des capitales régionales, il y ait des artères qui portent son nom. Également, au musée des civilisations noires, lui qui a placé son combat sous le nom de la race nègre, je pense qu'il mériterait également une exposition permanente au sein de ce musée des civilisations noires pour qu'on fasse connaître son personnage, son combat et pour faire comprendre aux jeunes générations que ces combats qui ont été initiés par Lamine Senghor dans la France de l'entre-deux-guerres sont toujours d'actualité et qu'ils doivent continuer à être menés pour le respect et la dignité des États africains. Il faut, à travers ce message, que eh bien, les Africains soient fiers de leur passé, qu'ils soient décomplexés dans leurs relations avec le reste du monde au quotidien et qu'ils soient confiants dans leur avenir et dans l'avenir de l'Afrique. Très bien, merci M. Olivier Sagna. Ça a été un très grand plaisir de partager avec vous ce plateau. Chers téléspectateurs, donc nous voici au terme de notre entretien qui, ma foi, est croustillant, que de bonnes nouvelles, que d'informations inédites que avons-nous pioché avec M. Sagna. Alors d'ici là, donc, je vous invite à continuer à suivre les émissions de Canal Éducation et nous vous donnons alors rendez-vous pour la prochaine fois. Merci.